Depuis plus de 50 ans, la question est récurrente. Comment assurer la sécurité alimentaire en Afrique? Comment organiser l'alimentation des villes africaines? Aujourd'hui, près de 50% de la population camerounaise vit en ville. Le Cameroun a subi une crise économique entre 1985 et 1993. Les revenus de toutes les catégories sociales ont diminué de moitié, ce qui a provoqué l'arrêt des importations massives de denrées alimentaires. Nous sommes ici à Tchang, l'une des villes de l'ouest du Cameroun, en région Bamileke, région qui aujourd'hui s'est entièrement reconvertie à l'agriculture vivrière pour alimenter les grandes villes Yaoundé, mais surtout la capitale économique, Douala, à 300 km d'ici. Nous sommes fin avril. La saison sèche a débuté en novembre et vient de se terminer. Partout, ce que l'on voit, ce sont des cultures, le bananier plantain, omniprésent, et des cultures maraîchères, tomates, pommes de terre, choux, à côté des cultures traditionnelles, patates douces, macabo, taro, maïs ou haricots. Et nous sommes venus ici pour rencontrer un géographe de l'université de Tchang, Émile Hatcheux, qui depuis une quinzaine d'années étudie les questions d'approvisionnement des villes, en particulier de Douala. Premier arrêt, le long d'une route qu'il connaît bien, il y a créé un marché dit d'escale, c'est-à-dire pour une clientèle de passage. Une entrée en matière avec une première question, en quoi un marché est-il moteur de développement? C'est la survivance de l'économie de la région, parce que pendant longtemps, par exemple, mon père n'a vécu que grâce à la commercialisation du vin de raffia. C'est à travers les revenus issus de la commercialisation du vin de raffia que nous avons pu aller à l'école. Moi, comme beaucoup d'enfants de ce quartier, c'est pour ça qu'il nous a semblé utile, au début de la crise, notamment en 1990, de créer un marché ici pour redonner l'espoir à la population du village. Parce que c'était pour nous la seule façon de lutter contre la pauvreté, de promouvoir le développement de la ville. On vend que pendant le week-end. Dans les jours simples, nous on part au champ, on part au champ cultivé. Ça c'est le vin, ça se cultive toujours ici à Bapo. Et c'est quoi? La vigne, c'est sucré, c'est comme le fruit de la passion. J'ai commencé à semer depuis ce temps, j'ai ça chaque fois et je vends même les semences de ça. Le marché a eu, entre autres impacts, de stimuler de nouvelles productions. Parce que pendant longtemps, on n'a pas eu de commercialisation d'ananas. Maintenant, les gens expérimentent, la population expérimente la production de l'ananas comme ce qu'ils ont appelé la vigne, dans la perspective de la commercialisation. Parce que s'il n'y avait pas le marché, il n'y aurait jamais eu l'idée d'inventer de nouvelles cultures. Il en est de même. Pour le poivron, qui est ici une production complètement nouvelle. Ça fait depuis combien de temps que vous produisez ça ici? Ça fait depuis 4 ans. Voilà, c'est depuis 4 ans seulement qu'on produit ici. Il en est de même pour la carotte et pour le haricot vert. Par contre, le légume, c'est une production traditionnelle parce qu'on est dans une zone où ça pousse spontanément. Le commerce est bien un moteur de développement. Les marchés ne sont pas seulement des lieux de convivialité villageoise. C'est avant tout le lieu où l'on vient vendre, que l'on ait un petit potager ou une exploitation, que l'on soit producteur ou commerçant. Le commerce des produits frais est une activité omniprésente le long des routes. C'est aussi le cas dans les villes. Ici, à un passage de col, des enfants vendent le plantain et la banane à des voyageurs. En pays Bamileke, on apprend très tôt aux enfants à faire du commerce. Sur ce qu'ils vendent ici, une bonne part leur revient. À l'origine, il s'agit d'une agriculture tenue par les femmes et uniquement destinée à la consommation familiale. Mais aujourd'hui, ce que l'on voit, ce sont des milliers de petites exploitations, pas 1 centimètre carré laissé inexploité. Ces terres sont parmi les plus fertiles d'Afrique et le climat s'y prête. On peut faire ici des cultures à la fois tropicales et tempérées. En 1991, ce petit producteur Bamileke était photographe à Douala. Avec la crise, il est venu en renfort de ses 2 épouses pour produire un peu plus. Il fait 3 rotations par an.
c'est-à-dire 3 cultures successivement au même endroit. Il a installé un petit dispositif d'irrigation en puisant dans la rivière qui longe son terrain. Il l'utilise pendant la saison sèche. Ça, c'est à maturer. Vraiment, je ne sais pas. On va commencer dedans. Ça, ce n'est pas bien à manger. Quand ça pousse comme ça produit, ça ne donne rien. Ce n'est plus bien. On ne sait pas le pourquoi. Ou c'est la terre qui change ou quoi. Voilà. Donc vous pensez que ce soit la terre qui ne convient pas à la production de l'avocat. L'agriculture qu'il pratique est empirique. Les innovations s'échangent entre voisins sans grande connaissance des techniques de culture. Il pratique ce que l'on appelle ici de la culture mixte. Les variétés sont mélangées à l'ombre, au pied des arbustes. Ça, c'est mieux. Le résultat est là. Il y a de quoi nourrir la famille et un peu plus, avec de quoi se rendre sur le marché et rapporter un peu d'argent dont le premier usage est de payer les frais de scolarité des enfants. Pour ceux qui imaginent une Afrique aride et sèche, eh bien ce n'est décidément pas ici qu'ils vont la trouver. Avec la crise économique, les citadins qui avaient une formation, un métier, un travail, ont quitté la ville pour la campagne déjà très peuplée. La pression foncière est telle que même ces terrains appelés bas-fonds sont exploités. Ces terrains devraient être drainés et pourtant ils sont cultivés tels quels. Leur intérêt, ils restent humides même en saison sèche. Mais au fur et à mesure qu'avance la saison des pluies, il faudra les abandonner. Il y aura l'inondation jusqu'à ce niveau. Jusqu'ici ? On va abandonner. C'est en août. L'avantage que nous avons dans le bas-fond, c'est qu'on fait les cultures de contre-saison. Et c'est ces cultures-là qui rapportent un peu bien. Le maïs qui est là a déjà fleuri. Ça veut dire que ça va arriver en maturité avant tous les autres. Donc maintenant, ça va se vendre aussi très cher. Très cher. Très cher, très cher. C'était en 90 que nous avons décidé. Et chacun a pris sa houe. Nous sommes allés au champ. Lui qui parle là, il a aujourd'hui sa maison. Il est marié. Bon, il n'en vit pas quelque chose à l'un de ses amis qui est parti en ville, peut-être chômé ou poussé. Oui. C'est donc tout un système qui s'est progressivement mis en place, en exploitant toutes les opportunités possibles dans le cadre de ce que certains n'hésitent pas à appeler une économie de survie. Pour ces producteurs, il faudra maintenant louer un camion pour emmener les marchandises sur un marché de collecte, où là, elles seront proposées aux commerçants. Mais reprenons la piste. Émile Hatcheux nous emmène, accompagné de 2 chercheurs sur le développement, à Juititsa, en altitude, où la production a considérablement évolué. La chute du cours du café et du cacao dans les années 90 a non seulement accentué les effets de la crise, mais a bouleversé le paysage agricole. C'est un caféier, oui, qui a été témoignage du groupe Glorious et qui, donc maintenant, là, montre effectivement que la caféiculture est en train de disparaître au profit des cultures vivrières. Parce qu'avant, il y avait partout du café, là. Avant, il y avait partout du café. Oui, même en bas, là, il y en a. Même en bas, là, vous trouvez les pieds de café. C'était un champ de café ici. C'était un champ de café, oui. Et ici, à 1600 mètres d'altitude, la tendance est aujourd'hui à la spécialisation. Ici, pas de culture mixte. Ce sera un champ de tomates, on place 3 graines pour être sûr qu'au moins une donnera. Les ressources du sol qui a bénéficié d'engrais sont réservées à cette seule culture. Vous voyez, le champ est suffisamment large et ce n'est que pour ces 3 personnes. Leur spécialité, c'est cultiver et vendre. Donc la rentabilité est très importante ici. La vocation n'est plus seulement alimentaire, mais beaucoup plus commerciale. Et c'est comme ça que de plus en plus, nous, géographes, nous parlerons de vivriers marchands. Parce que c'est essentiellement destiné à la commercialisation. C'est une culture de rente au même titre que le café ou le cacao. Sauf que ça ne produit pas les devises contrôlées par l'État, susceptibles de contribuer au remboursement de la dette.
L'ouest du Cameroun est la région d'origine des Bamileke. Anthropologues et géographes s'y sont intéressés à divers titres. Une société soudée, solidaire, soucieuse du maintien de ses traditions, mais surtout pour ce que l'on a appelé le dynamisme Bamileke. Et dans la question de l'approvisionnement vivrier des villes camerounaises, les Bamileke occupent réellement une place centrale. Nous avons là une culture, une civilisation qui exhorte le travail et la réussite. Et donc, quel que soit le domaine dans lequel tu te trouves, quels que soient les potentiels qui sont les tiens, que ce soit de très gros potentiels ou bien que ce soit des potentiels qui tendent vers zéro, quelle que soit l'hostilité auquel tu es confronté, sociale, économique, culturelle, la société Bamileke t'impose de réussir, t'oblige à réussir. Et quand tu réussis, on le reconnaît et on t'anoblit. Et ceci a contribué d'une manière ou d'une autre à accompagner le développement de la culture vivrière. Et lorsque l'on est Bamileke et qu'on a réussi, on a l'obligation de faire quelque chose pour les siens. À Fokwe, un entrepreneur qui a fait carrière à Douala a financé une coopérative agricole dans son village d'origine. Une initiative qui profite à plusieurs milliers de personnes. Une réalisation résolument placée dans une optique de développement. Il n'y a même pas encore une quincaillerie à Fokwe. Peut-être maintenant que les gens auront gagné beaucoup d'argent dans l'agriculture, ils auront besoin d'acheter plus facilement leur tôle. On va donc pouvoir créer sur place une quincaillerie où on pourra vendre le ciment, les tôles et ainsi de suite. Sinon, jusque-là, la principale activité à Fokwe est restée agricole. Ce type d'initiative permet par exemple de construire un hangar et mettre à l'abri engrais, semences et récoltes. Ou permet aussi d'investir dans des semences modernes issues de la recherche agronomique. La même semence de pommes de terre de variété Manon qui sera stockée toujours sur les étagères. Ici, sur les étagères, c'est les semences améliorées de pommes de terre de variété Sifira que nous avons multipliées pour maintenant revendre aux autres producteurs. De manière générale, l'argent manque et les engrais, par exemple les fientes de poule très utilisées, doivent être achetés. Cet ingénieur agronome exploite ses terres pour compléter ses revenus et mène aussi sur ses propres terres des expériences. Nous sommes à 2000 mètres d'altitude, là encore, des terres nouvellement exploitées. Le grand problème de production ici, c'est l'intrant. L'intrant, les engrais, c'est très cher pour les paysans. Donc la recherche cherche à voir comment on peut aider les paysans à amortir le coût de ces intrants. Ici, les essais qu'on mène, c'est sur les plantes qui sont naturellement riches et qui peuvent maintenant améliorer la fertilité du sol. Ça là, par exemple, c'est une Crotalaria grahamiana, c'est une légumineuse. Donc ça peut fixer l'azote atmosphérique. Et à la fin, si on coupe ça là, on appelle ça aussi l'engrais vert parce qu'on met ça dans le sol, à très peu de temps, ça se décompose. Et les éléments qui sont là sont libérés pour la plante à exploiter. On cherche à voir si ceci peut aider à peut-être remplacer la fiente de poule. Si la pluie est très forte, ce n'est pas très bon parce que ça lave le sol. Okay? Ça provoque l'érosion, ce qui n'est pas très bon. C'est pour cela que le système agroforesterie promet beaucoup dans un endroit comme ça. Là, on peut associer les arbres et les cultures, de telle sorte que les arbres augmentent la quantité de matière organique du sol, une fois les feuilles qui tombent, et faire face à ces conditions difficiles. Sur cette autre exploitation de quelques hectares, on découvre une profusion de cultures. Le maïs voisine les avocatiers, le piment côtoie le macabo, à l'ombre des plantains poussent les gombos. Une culture quasi intensive, même si on ne voit ni tracteur, ni aucune trace de mécanisation. C'est le résultat obtenu par un véritable entrepreneur qui a recours tous les ans à l'emprunt. Il s'est associé à d'autres agriculteurs. Il emploie de la main-d'œuvre. Là encore, un signe de dynamisme Bamileke. En moins 50 personnes. Oui. Les 17 qui sont sur place. Le traçage, le repiquage, c'est les 17 personnes.
Le cerclage, bon, c'est humain de ramasse de l'autre côté de la chambre. Je suis arrivé ici en 98 quand c'était tout. Il y avait de l'herbe comme vous voyez de l'autre côté. Entre-temps, c'est moi qui ai aménagé ça, comme vous voyez. Avant de commencer, j'étais à 1,5 hectare. J'ai évolué au fil du temps, j'ai évolué de 98 jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi vous voyez l'espace grand comme vous voyez là. Et tout ça, vous arrivez à le vendre? Oui, il y a des gens qui viennent de Yaoundé, qui viennent acheter sur place. On peut venir comme ça négocier le prix sur place là. Ils prennent le tout. Dans ma tête là, je prétends aller encore plus de l'avant. Oui, augmenter de l'espace. Parce que si là où la femme là est là, si elle acceptait de me louer son terrain, je devais encore aller parce que l'expérience que j'ai aujourd'hui, si même j'ai 10 hectares devant moi, je peux quand même parvenir à arranger. La question qu'il se pose aujourd'hui, c'est de commercialiser lui-même pour rendre son exploitation plus rentable. Il envisage de former quelqu'un pour conduire l'exploitation pendant qu'il se rend sur les marchés. Quoi qu'il en soit, il semble bien que la question de la production soit réglée dans le contexte actuel. Et pour faire mieux, il faudra vendre mieux. La recherche doit regarder ailleurs. Pour la recherche, il faut seulement aussi chercher devant comment on peut vendre les choses pour que les villageois puissent aussi bien travailler. Pour vendre où? Dans le marché mondial, par exemple en France, en Espagne, partout en Europe là. Il estime qu'on ne peut pas vendre bien à Yaoundé parce qu'à Yaoundé, le consommateur n'a pas le pouvoir d'achat nécessaire. Et lui, il fait référence au marché mondial, à l'Europe, à la France, à l'Espagne, parce que c'est là qu'il estime que le consommateur qui a un pouvoir d'achat viable. Donc, deux choses à faire. Organiser le système de commercialisation qui permet de rentabiliser le travail du commerçant, de rentabiliser le travail du producteur, mais également accroître le pouvoir d'achat du consommateur, à quelque niveau qu'il se trouve. Il nous faut maintenant faire le voyage vers Douala. Arrêt sur une aire de collecte où des camions affrétés par les commerçants amèneront ces plantains vers un marché de gros de Douala. Pour aimer là-dessus, il s'agit de comprendre un peu mieux comment la filière s'organise, mettre le doigt sur les points forts et voir là où le bas blesse. Dans d'autres régions, il arrive que les marchandises pourrissent sur place, faute de commerçants pour les prendre en charge. Les Bamiliqués sont commerçants et cette femme fait ce métier depuis la mort de son mari, il y a 10 ans. 2500. C'est pas cher, regarde le régime. Comme on achète en bouche comme ça à 1500. Et on vous revend, tu dis que c'est cher comment? Regarde 2500. Deux régimes à 2500. Arrête un peu ça. Je fais le bail en Amsterdam. C'est-à-dire? Le bail en Amsterdam, donc j'achète, je revends. Je quitte le Douala, je viens, on paie le transport de Douala, Melon Boisseau. Et vous, du coup, vous venez chercher? Oui, quand elle quitte le Douala, elle s'arrête à Melon. À Melon, elle prend la voiture pour Boissoum. Boissoum, quand elle fait 2 jours en Boissoum, elle achète les bagages, elle appelle. Quand elle nous appelle, on se débrouille, malgré l'état de la route, on se débrouille pour arriver. Mais ce qui leur rend tellement le marché cher, c'est le carburant. Le carburant coûte tellement cher. Là où avant, en partant, on consommait 5 000. Maintenant, on est obligé de consommer 10 000 francs. Avant, nous, on venait en bus comme ça. On se débrouillait, on s'en sortait, on nourrissait nos pauvres enfants. Mais à nos jours, il y a beaucoup d'enfants qui chôment. Les bacheliers, ils sont là. Tout le monde fait le commerce. Et maintenant, ce qu'on achetait au moins à 700, maintenant, c'est à 1000 francs. Et arrivé à Douala, ça sort un peu de partout. On est coincé dans le marché, on s'en sort plus comme avant. C'est 500 par contrôle. C'est les routiers qui prennent 1000 francs. Les gendarmes et les policiers prennent 1500. Donc on partit d'ici là, comme ça, vous avez combien de frais? Vous appelez ça des frais de route? Et les frais de route. Ça peut vous coûter combien en moyenne? Et 35 000 francs aller-retour. Pour les frais de route? Oui, les frais de route. Oui. 35 000 francs aller-retour. Ça, c'est ce que j'appelle l'impôt parafiscal, la parafiscalité liée à la corruption, normalement, au bakshish. Et à tout cela, il faut ajouter maintenant les prix de carburant, l'entretien du véhicule, quelquefois même la location du car, parce qu'il peut arriver qu'il loue le car.
Nous ne sommes qu'à une centaine de kilomètres de Douala. Un peu plus loin, un des postes de péage. Pour faire 300 km, un camion peut être arrêté une vingtaine de fois. Douala. En 1976, Douala comptait 400 000 habitants. Aujourd'hui, plus de 3 millions. D'où le véritable défi de nourrir ses habitants, surtout après une crise économique de cette ampleur. Douala est une ville portuaire et toute l'activité marchande était organisée vers l'exportation du café et du cacao. Ce qui explique ce que nous allons voir, des marchés de gros balbutiants. Premier point, il n'existe pas un marché de gros, mais des marchés de gros. Le marché Sandaga de Douala est le marché de gros des produits frais. Il a été construit ici sur un terrain près du port, succédant à une fourrière et un espace de foire. Des commerçants semi-grossistes viennent acheter des marchandises qu'ils vont revendre aux commerçants de détail un peu partout dans la ville. Les camions, ils n'ont pas d'heure fixe d'arrivée. Ça dépend de l'heure de départ au village. On peut charger à midi, ils arrivent ici à 18h. Mais généralement, les camions commencent à arriver ici à 18h, jusqu'au petit matin. Donc pendant la nuit en fait? Oui, toute la nuit. Toute la nuit. Donc ils commencent à 18h jusqu'au petit matin. Ça veut dire que toute la nuit, ils entrent, ils ravitaillent, ils ressortent, ils ravitaillent, ils ressortent. C'est depuis ce marché que sont vendus 60% des produits frais camerounais vers la sous-région d'Afrique centrale, Guinée équatoriale, Gabon, Centrafrique, Tchad, des pays solvables, producteurs de pétrole. Les commerçants spécialisés réalisent les achats pour les acheteurs étrangers. Les commerçants ont développé des moyens de paiement. Il y a des coopératives pour éviter de confier aux transporteurs l'argent destiné aux producteurs. En bref, le marché fonctionne. Vous avez le gombo, il y a le piment, il y a la pastèque, il y a tous ces produits qui viennent du Noun, sont vendus ici, en gros et en détail. Il y a le gros, le semi-gros et le détail. Donc, ça c'est du détail là? Oui, ça c'est du détail. Elles font du détail. Par contre, les entrepôts semblent insuffisants. Il n'y a pas de chambre froide. Tout doit être vendu le jour même, à quelques exceptions près. Ça, ce sont des tomates qui sortent de la région de Tchang, à l'ouest Cameroun. Et quand ça vient comme ça, là, on va empaqueter directement dans les grands paniers pour expédier au Gabon, en Guinée équatoriale. Donc, c'est des tomates bien fermes. C'est le genre de tomates que nous avons appelé les techniciens. Comme ça, là, vous pouvez mettre ça à même le sol. Vous en avez au moins pour 2 semaines. Même si ce n'est pas à l'intérieur d'un réfrigérateur, ça va rester identique. C'est bien fait. Et il y a un problème de salubrité. Sandaga a été construit dans un bas-fond et il est humide en permanence. Donc tout est sale à Sandaga jusqu'au nourriture. On mange de la saleté à Sandaga, donc il faut aménager Sandaga. Qui doit aménager? Il faut que le gouvernement aménage Sandaga pour permettre aux gens de manger la bonne nourriture. Ça donne la maladie quand c'est ça. Et là, nous nous trouvons à un tournant de cette histoire. Les produits de l'Ouest arrivent bien à destination. Mais il va falloir que ce marché fonctionne mieux, pour vendre mieux et ailleurs une production d'ores et déjà très abondante. Et là, nous sommes peut-être aux limites de ce que peuvent faire seuls des producteurs et commerçants, même dynamiques, pour faire vivre un pays. Une partie de la solution pour le marché Sandaga serait peut-être de s'inspirer d'un autre marché de gros de la ville de Douala. C'est en tout cas l'avis d'Émile Hatcheux et nous emmène sur le marché aux arachides et aux oignons, un marché approvisionné par les producteurs du nord du Cameroun. Les bâtiments sont neufs, il y a des magasins de stockage et des bureaux au-dessus. Et pourtant, lorsque le marché a commencé à sortir de terre, il a suscité de telles convoitises qu'il a fallu plusieurs mois de négociations pour résoudre les conflits et parvenir à achever sa construction. Les commerçants n'y sont pas parvenus seuls. C'est très organisé parce qu'il a fallu d'abord négocier les relations avec la communauté urbaine de Douala, négocier les relations avec le gouvernement camerounais au niveau de la présidence de la République, négocier également
avec le gouverneur, ce qui n'est pas le cas dans les autres marchés de la ville. Parce qu'au marché central, par exemple, au marché Sandaga où nous avons été, bon, c'est l'individualisme à outrance, ce qui se caractérise par le mauvais état, le très mauvais état du marché. C'est une très grande évolution. On trouvait très bien que le marché soit ici. Et puis, tout le monde y allait. Ceux qui portent, ceux qui trient comme ça, ils trient, ceux qui détaillent, une grande pression. La communauté urbaine de Douala doit être très attentive à ce qui se passe dans ces deux petits marchés qu'on a vus, à ce qui se passe au marché Sandaga, où on a un désordre, où on a une dynamique, où c'est un marché international, quoi qu'on le veut. Et le marché aux oignons et aux arachides, qui est un modèle d'organisation. La communauté urbaine de Douala peut s'en vanter d'avoir une structure comme celle-là. Les bailleurs de fonds eux-mêmes qui font tant de bruit devraient pouvoir venir voir les réalisations. Parce que c'est beau à voir, c'est bien à comprendre, c'est facile à étudier. Il reste finalement une question. Ce système que nous avons vu et décrit depuis l'Ouest jusqu'ici, a-t-il un avenir? Nous avons vu là un système qui est mis en place comme un système de survie, comme une stratégie de survie. Est-ce qu'on peut ériger ça en modèle de développement? Oui et non à la fois. On peut tirer les leçons qui s'imposent. On doit faire le diagnostic de ce modèle, comme nous essayons très modestement de le faire. Identifier les atouts de ce modèle, voir dans quelle mesure on peut accompagner ce modèle et ce dynamique. Ça semble être la voie à suivre, et pas plus. Nous voici donc arrivés au terme de ce périple dans l'approvisionnement vivrier d'une grande ville d'Afrique centrale. Et sur ces marchés, finalement, au bout de la filière, de quoi nourrir Douala. Voilà le complément, le taro. C'est avec ça qu'on mange la sauce jaune.